Tshisekedi à Paris. Quelque chose de sérieux s'est-il passé? Bien avant cela, je suis en train de dénoncer ce qui s'est passé au même moment que le chef d'État était en tête-à-tête à l'Élysée. La région de Roubaï est passée sous le contrôle du M23, soutenu par les Rwandais. Et pour rappel, Roubaïa, c'est la région qui contient la plus grande réserve mondiale des coltans avec lesquels l'on fabrique tous ces smartphones. Et donc, c'est vraiment un comportement à déplorer. Au-delà du fait qu'il y a eu cet engagement ferme de la France, je pense qu'il est important de dire aujourd'hui haut et fort que trop c'est trop et la cause du Congo étant juste, il est important que ceci s'arrête. Ben, ça montre aussi qu'au-delà du balai diplomatique, il y a des réalités sur le terrain. Il y a des réalités sur le terrain aujourd'hui qui s'apparentent un peu à un mépris à l'endroit du président français, un mépris du Rwanda, parce que le président français a pris l'engagement d'ailleurs même utiliser un ton très ferme vis-à-vis du Rwanda, mais que voilà, au même moment, cette région passe sous le contrôle du M23 soutenu par les Rwandais, c'est quand même un affront. Mais c'est encourageant tout ce qu'il y a eu comme balai diplomatique, des grandes résolutions qui en découlaient, donc c'est très important. C'est une grande avancée et je pense que la RDC va toujours continuer à demander à la France d'intervenir de manière efficace. Parce que nous savons tous que le Rwanda, jusque-là, a été soutenu par la France. Alors, Fabrice, on est loin de la mauvaise humeur qui a souvent caractérisé les relations entre Paris et Kinshasa. Ça n'a pas toujours été simple entre Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi. Oui, on se souvient par exemple de la passe d'armes de mars 2023, il me semble, lors de la visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa, où il y avait eu effectivement une petite tension sur les mots qu'avait employé le président français en parlant de compromis à l'africaine. Bon, pour évoquer les élections. Pour évoquer les élections, effectivement. Et au-delà de cette tension qu'il y a pu avoir, moi, je suis surtout interloqué par le fait que on est sur des postures. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que le président Tshisekedi soit est un petit peu naïf, soit ne sait pas à qui il a affaire, parce qu'on nous parle d'une plateforme de traçabilité, par exemple, des minerais. Moi, je pense que c'est la question centrale aujourd'hui. On va évoquer ça dans un second temps, mais dans un premier temps, je voulais qu'on évoque quand même la question sécuritaire et les... C'est lié, tout est lié pour moi. Tout est lié parce que aujourd'hui, on ne peut pas tracer l'origine des minerais quand on sait que la plupart des réserves de mines sont contrôlées par des groupes armés, dont le M23. Donc, je pense que tout est lié, que ce soit la question sécuritaire ou celle des minerais. Et parler aujourd'hui de plateforme de traçabilité, c'est un peu, faire des plans sur la comète sans évidemment considérer que sur le terrain, la situation est très compliquée. Pour parler de la situation sécuritaire, la ville de Goma, qui est la capitale du Nord Kivu, est toujours en danger, menacée par le M23. Et tu dis que Tshisekedi ne sait pas à qui il a affaire. Tu penses que Emmanuel Macron continue de jouer un double jeu? Évidemment qu'il continue de jouer double jeu. Il suffit de prendre des faits. En février dernier, l'Union européenne a signé un accord de coopération avec le Rwanda sur la question des minerais. Un accord d'ailleurs qui a été dénoncé, il me semble, par le gouvernement de Félix Tshisekedi. Et la Belgique aussi. L'Union européenne, enfin, on parle de tous les pays de l'Union européenne, la Belgique y compris. Comment peut-on prétendre vouloir lutter contre ce qui se passe avec plus que des faisceaux d'indices concernant l'implication rwandaise dans le soutien au M23? Comment peut-on prétendre lutter contre cette avancée du M23 et en même temps signer des partenariats sur des minerais que ne possède pas le Rwanda? Le risque que ces minerais soient volés, subtilisés à la RDC, à l'est de la RDC, par des miliciens qui sont contrôlés depuis Kigali est immense. Donc aujourd'hui, venir nous parler de ton ferme, de volonté d'en finir avec le M23, c'est de l'hypocrisie. Juste pour terminer là-dessus, au même mois de février dernier, l'Union européenne a aboli ce qu'on appelle le devoir de vigilance sur
le suivi en quelque sorte de l'origine de l'exploitation minière. Le devoir de vigilance imposait, par exemple, sur la question du travail des enfants. Je rappelle que 40 000 enfants sont concernés par le travail des enfants dans les mines illégales ou légales d'ailleurs en RDC, à l'est de la RDC. Ce devoir de vigilance a été aboli à l'initiative de Paris, de Rome et de Berlin. Donc les trois pays qui sont censés mettre la question des droits de l'homme, de l'écologie en avant, ouvre totalement le champ à une surexploitation de ce qui se passe à l'est de la RDC. Transition écologique oblige, c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'au nom de la transition écologique, on va encore plus permettre une surexploitation violente des ressources du Congo. Alors Brigitte Améganvi, est-ce que c'est la perspective de gros profits économiques en RDC qui au final fait basculer, peut-être parce que Fabrice n'y croit pas vraiment, qui fait basculer la France? Alstom était déjà dans les gros marchés des trains urbains d'Abidjan et de Dakar, et Alstom prépare avec les autorités congolaises et des partenaires financiers un train urbain à Kinshasa. On imagine que c'est énorme, surtout avec les perspectives démographiques de cette grande cité. Mais je dirais deux choses. En préalable, je dirais que je suis atterré que les conflits africains, alors que l'Union africaine existe, qu'on est en train d'essayer d'évoluer vers une zone économique africaine, se règle à Paris. Je suis bouleversé. Et je constate que nous sommes progressivement en train de donner l'Afrique comme un terrain de jeu de la nouvelle guerre froide qui est en train de s'installer. À partir de ce moment-là, effectivement, chaque pays, chaque regroupement, chaque région essaye de tirer son épingle du jeu en faisant avancer son industrie, etc. Et pour terminer, je donnerai comme exemple que l'on essaye de développer l'Afrique avec des technologies qui ne sont pas les nôtres, etc. C'est tout à fait normal. C'est exactement de la même manière que la Chine a procédé il y a 30 ans. Mais qu'est-ce que la Chine a fait? Elle a planifié son développement. Elle a convoqué les grands groupes qui avaient telle ou telle technologie, elle les a mises en concurrence, elle a signé des contrats, des accords de licence en payant la technologie, et à partir de là, la Chine s'est développée, et la Chine est aujourd'hui l'usine du monde entier. C'est un exemple qu'on peut méditer. D'ailleurs, sur les mots, juste pour ajouter quelque chose, c'est assez drôle de voir que le président Tshisekedi dit c'est un risque que j'assume, le fait de faire confiance à Emmanuel Macron, de compter. Il dit on peut compter sur la France, c'est un risque que j'assume. Mais pourquoi c'est un risque? Il y a une espèce de paradoxe. Peut-être c'est un message ambigu. Oui, effectivement, c'est un risque parce que c'est quand même le président de la RDC. Juste, je comprends ce que vous dites, mais je pense que du moment où on n'obtient pas certaines garanties, et notamment des sanctions, on peut comprendre que l'État rwandais, en fait, n'est pas du tout ostracisé. La preuve, on l'a vu là que il y a quelques semaines, il était capable de signer des accords avec le Royaume-Uni. Alors ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron, mais il est capable de signer des accords avec le Royaume-Uni. En fait, globalement, je veux dire, des accords pour déporter des migrants avec une compensation financière. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, dans l'analyse qu'on pose sur ce qui se passe en RDC et à l'Est en particulier, on pêche par naïveté. Pour moi, c'est d'abord une guerre du capitalisme moderne. Emmanuel Macron est un produit du capitalisme moderne. C'est quelqu'un qui a toujours, et l'expérience, les faits le montrent, a toujours mis le business, l'intérêt libéral, néolibéral en avant. Et penser que Paul Kagame est totalement exclu parce que Emmanuel Macron tient un discours de fermeté sans, encore une fois, aucune garantie concrète de sanctions, ça se rapproche pour moi un petit peu de la naïveté. Maintenant, vous avez raison de dire que il y a d'autres mesures qui sont en place. Si l'affrontement direct devait se faire contre le Rwanda, je pense que l'État congolais a déjà montré qu'il était prêt. Maintenant, est-ce qu'on regarde la question dans son ensemble,
quid des rivalités avec l'Ouganda, le Burundi, la présence chinoise aussi qui vampirise beaucoup ce secteur. Il y a énormément de choses, des entreprises, des intérêts des sociétés privées. On parlait des sociétés militaires, mais les sociétés militaires protègent des intérêts commerciaux, économiques. Ça, c'est le fond du sujet qui ne sera pas terminé seulement en allant combattre le Rwanda.